on arrive donc cet après-midi pour faire la preview, pour parler d'une preview d'un des matchs qui va se dérouler ce soir. Il s'agit bien évidemment, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec cette magnifique illustration signée Erwan, qu'on salue, notre graphiste, un de nos graphistes en chef. Vous l'avez vu, Ja Morant versus Anthony Edwards. Les Grizzlies font face aux Wolves qui se sont qualifiés au Play-in Tournaments. Avec moi, il y a Julien, avec moi, il y a Cam qu'on ne voit pas encore mais que je vais bientôt très vite afficher. Peut-être en commençant par toi, encore une fois, Julien, comment tu sens cette série de manière un petit peu globale, puisqu'on est dans ces généralités pour introduire un petit peu cette preview? Bah écoute, comme je disais, je suis vraiment hypé par cette série. Alors j'espère que on va venir sur les détails, mais j'espère que les Wolves, parce que beaucoup de monde a l'air hypé par la série, a l'air excité de voir ces deux équipes s'affronter, alors qu'on a quand même un deuxième face à un septième. Donc théoriquement avec un grand favori, et c'est pas toujours les séries qui ont le plus d'intérêt. Pourtant, elles soulèvent pas mal l'intérêt des gens. Donc je suis assez d'accord. J'espère surtout que mes loups seront à la hauteur de l'événement et pourront répondre aux attentes justement qui sont placées en eux. Donc c'est quand même assez rare de voir de l'engouement aussi du public de manière générale NBA autour de Minnesota. Donc voilà, j'espère qu'on sera à la hauteur pour cet événement-là. Voilà, vraiment de l'excitation, un petit peu d'appréhension aussi, de se dire voilà, c'est une série de playoffs, on espère que ça va le faire. On a du monde dans le chat, ça illustre un petit peu ce que tu disais. J'ai vu aussi beaucoup de monde se hyper sur cette série, donc c'est plutôt cool. Moi, je suis assez content que ce genre d'équipe prenne un petit peu plus de lumière. C'est pas toujours celle qu'on met en avant. Bon, après, les Grises ont surperformé cette saison, donc elle a été vraiment magnifique. Donc c'est à la hauteur de ce qu'ils ont pu nous proposer. Et puis les Wolves étaient une bonne surprise aussi à leur niveau. Moi, j'étais très content parce que, bon, admirateur de Chris Finch devant l'éternel, je ne peux que saluer son boulot et être content. Surtout que j'avais dit dans la preview que ça pouvait être intéressant. Donc du coup, bah, j'en suis très 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 heureux. On a GrizzliesFR dans le chat, Grizzin5, le hashtag de GrizzliesFR. Bah, n'hésitez pas à le reprendre pour tous les fans des Grizz qui seraient également dans le chat. Madjalov, hello tout le monde, hello à toi. Et Jérémy, bien sûr, le BOSS de QI Basket qui nous dit Cam, qui fout toujours le bordel dans les lives, c'est une maladie. Ça va, il va pas commencer, hein. Avant de te défendre, Cam, qu'est-ce que tu vois toi pour cette série de manière un petit peu générale, à l'instar de Julien? Alors, comme on l'a dit, c'est une affiche qui est très cool, qui moi me plaît parce que je n'aime pas Los Angeles, hein, que ce soit soit en blanc ou soit en jaune, ça ne me va pas. C'est une série où ça devrait attaquer. On a quand même deux des meilleures attaques de la ligue sur des registres très différents. Une au tir extérieur, une autre qui joue beaucoup dans la raquette et qui sont portées par des belles individualités et des beaux collectifs. Non, c'est une saison de confirmation pour les deux équipes en fait. T'as les Wolves qui valident enfin une belle saison. Enfin, ils ont doublé leur victoire par rapport à l'année dernière, c'est incroyable. T'as les Grizzlies qui se maintiennent au haut niveau et qui ont même excellé leurs attentes. J'en parlerai un peu plus tard. Non, clairement, tous les voyants sont ouverts pour qu'on s'éclate. Il y a un écart entre les deux équipes, certes, mais c'est pas pour autant, tu vois, c'est pas Brooklyn, non, c'est pas, qu'est-ce que je dis moi, c'est pas Chicago, Milwaukee par exemple, tu vois, il va vraiment y avoir des matchs. Bah complètement, enfin j'espère en tout cas que la série sera disputée. C'est vrai que pour être tout à fait honnête, plus je regarde la série, plus je l'analyse, plus je me dis quand même que, enfin plus le déséquilibre se fait dans ma tête et dans ma grille d'analyse. Alors j'espère avoir tort et que ce sera disputé. J'ai un plus ça va, plus j'y réfléchis, plus j'ai quand même l'impression que ce sera en faveur des Grizzlies cette histoire, mais on va y revenir très en détail. Et je vous propose de commencer dans le vif du sujet. On va reprendre globalement et aller un petit peu plus loin que ce que vous avez pu écrire à quatre mains dans la preview que je viens de poster dans le chat pour tous ceux qui aimeraient la retrouver et pouvoir la lire après le live. Messieurs, il y a déjà une chose qui affleure de cette preview sur laquelle je suis vraiment d'accord, c'est l'impact potentiel de Karl Anthony Towns sur cette série, le fait ça va être peut-être le pivot, c'est le cas de le dire en termes de poste, mais aussi le pivot, le point central, le point de bascule potentiel de cette série, notamment pour les Wolves. On a vu dans le play-in qu'il était passé à côté de son match et qu'il avait été bien rattrapé par et Anthony Edwards et D'Angelo Russell. Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur Karl Anthony Towns et son importance dans cette série à venir? Alors clairement, oui, c'est pas rigolo de le rappeler, mais c'est juste de le dire. Il est passé complètement au travers de son play-in et on parle d'en plus d'une contre-performance vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que il a été extrêmement bien défendu par les Clippers, mais qui ont mis vraiment les ingrédients
qu'il faut pour contrer ce joueur-là, donc avec de l'agressivité mais un petit peu sournoise et puis normal en approche de playoff, on était sur une intensité playoff clairement. Donc on a des coups de sifflet. Alors en plus on s'est plaint de l'arbitrage des deux côtés, hein. Le match était un petit peu haché des deux côtés. Les arbitres n'ont pas joué un rôle incroyable, mais par contre l'agressivité qui a été mise sur 4 qui n'a pas été sifflée, mais à juste titre. C'est-à-dire on parle de petites poussettes dans le dos, de pression constante sur le joueur avant même qu'il ait la balle pour qu'il puisse pas prendre sa position. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver en playoff, qui va sûrement donner des idées à Memphis. Et du coup, Kat, on sait qu'aussi, mentalement, même si je suis pas toujours d'accord pour dire qu'on doit parler de joueurs soft pour X raisons, mais par contre, en termes d'état d'esprit pour rester lui-même dans son match, il va rapidement se frustrer, que ce soit par rapport à l'arbitrage, mais aussi par rapport à lui-même. Il peut rapidement sortir de son match. Donc c'est ce qui s'est passé, clairement c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas trouvé les solutions rapidement et donc il s'est mis un petit peu dans un mood un peu négatif, assez agacé. Donc il est sorti très vite de son match. Donc déjà, ça peut donner des idées à Memphis, très clairement, qui a dû regarder ce play-in-là et qui va certainement s'en inspirer. Alors ils n'ont pas les mêmes profils, on y reviendra, pour défendre sur lui. Ça va pas exactement être la même structure pour Towns. Mais en tout cas, c'est un mauvais signe d'un côté, clairement, par rapport à l'attitude qu'il a pu avoir. Il va falloir qu'il se remette la tête à l'endroit. Mais par contre, on a aussi vu que Minnesota pouvait gagner très clairement sans Karl Anthony Towns aussi, avec un gros collectif derrière, avec d'autres joueurs qui sont capables de prendre le relais sur le scoring, sur l'agressivité. On pense évidemment au duo, comme tu le disais, Edwards-Russell, mais aussi à Pat Beverley qui a fait un très gros match, même si dans les stats ça se voit pas, mais dans l'impact c'était assez incroyable. Donc voilà, il y a du monde dans cette équipe, mais comme on l'a mis dans la preview et comme on va le développer là en détail, Karl Anthony Towns sera un élément indispensable, la performance de Karl Anthony Towns et la régularité de Karl Anthony Towns sur toute la série, ce qui reste à voir, sera le point clé pour que les Wolves puissent espérer dans cette série. Parce que même si on est hypé par la série, même si on pense que les matchs peuvent être excitants, en effet, les Grizzlies partent quand même nettement favoris, de par leur classement et de par la saison qu'ils ont produit, la régularité qu'ils ont eue. Donc forcément, si les Wolves veulent avoir la chance qu'on leur accorde, il faudra un très gros Karl Anthony Towns, clairement. Karl Anthony Towns, on peut revenir dessus, c'est un pivot qui est extrêmement intéressant, notamment de par son profil, qui est certainement, alors ça a été débattu, et il y a un article sur QI Basket, donc je vous laisserai aller rechercher, c'est peut-être un des meilleurs shooters, un des meilleurs pivot shooters de l'histoire. Qui est bien évidemment extrêmement bon à 3 points, pas que sur le volume et l'efficacité qui sont déjà 2 points essentiels pour pouvoir écarter les défenses, mais aussi pour le type de 3 points qu'il peut prendre, la diversité de 3 points qu'il peut prendre, alors que Julien est mon parfait backup dans cette histoire puisqu'il vous envoie le lien dans le chat. Du coup, ça peut être intéressant vis-à-vis de Memphis. Au premier abord, on peut se dire que ça peut être quelque chose qui peut faire peser positivement, en tout cas pour les Wolves, sur la défense de Memphis, puisque quand on pense au 5 de départ de Memphis, on pense potentiellement à Steven Adams, et si Steven Adams est plutôt un bon défenseur intérieur, c'est pas du tout le profil de pivot mobile qui pourrait naviguer à l'extérieur, aller chercher Karl Anthony Towns à travers les écrans. Néanmoins, Cam, tu me diras si je me trompe, mais le truc avec les Memphis Grizzlies, c'est qu'ils ont plus d'un joueur intéressant et une profondeur de banc aussi très intéressante pour pouvoir prévoir des plans de jeu un petit peu différents défensivement pour aller gêner 4. Je pense peut-être au décalage Jaren Jackson Jr. en 5, qui lui pour le coup est plus mobile que Steven Adams. Je pense notamment aussi à peut-être essayer de mimiquer ce qui a été fait par les Clippers sur le play-in avec Nicolas Batum qui a beaucoup gêné Karl Anthony Towns, avec des joueurs qui pourraient être par exemple Brandon Clark ou alors Slow-Mo, bien sûr, qui pourrait aussi avoir cet office chez les Grizzlies. Qu'est-ce que tu penses de la défense des Grizzlies sur Karl Anthony Towns ? Alors, ce qu'il faut savoir avant ça en préambule, c'est que Memphis, du coup, donc, via son coach Taylor Jenkins, c'est un des apôtres du jeu de Budenholzer. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est blinder ta raquette, laisser plus de tirs extérieurs, mais voilà, offrir des zones de jeu où les tirs sont un peu casse-croûte, sont un peu compliqués à rentrer. T'en as parlé hier quand t'as fait ton analyse de la match-up contre Embiid. Le problème de Kat, en fait, c'est ce qui fait que ça se voit autant dans les stats que dans son impact dans le jeu, c'est que tu as des joueurs comme ça, notamment à l'intérieur, que tu peux pas défendre simplement sur du bunny à bunny ou un contre un, parce qu'en fait, ils ont une palette offensive, une physicalité et simplement un talent général qui fait que sur du 1 contre 1, c'est des usines à faute, c'est des usines à call facile, etc.
Par contre, les titans comme ça, tu peux les défendre à plusieurs. Et c'est ce que Memphis va faire et sûrement, et pour moi doit faire. Les Clippers sont très bien faits avec un matériel qui est moins bon. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'idée, c'est que Towns, tu peux plus comment dire, il est plus autant enfonçable au poste bas qu'il l'était qu'il l'était il y a 2 ans parce qu'il s'est épaissi, il est plus méchant, etc. Par contre, il y a encore un aspect du jeu qui doit corriger, même si c'est un bon passeur, il a encore beaucoup d'hésitation, beaucoup de tremblements, beaucoup de moments en fait où sur la prise à 2, il va bégayer un peu, il va bafouiller, et c'est ce qui fait qu'il fait beaucoup de turnover malheureusement. Et c'est clairement la clé du match. Si tu alignes un joueur qui est assez grand et assez mobile pour rester en face de lui pendant que tu as des chasseurs sur les côtés, type d'Anthony Melton, Slow-Mo, Brandon Clark, la plupart des guards de Memphis, etc., bah, tu te crées des situations de turnover. Et en fait, ça va être la clé du match. Towns au poste bas, c'est pas une très bonne idée. Enfin, c'est pas une très bonne idée de lui laisser l'opportunité de s'installer et de faire ses petits gris-gris. Donc clairement, pour moi, l'axe de défense, il est là. Adams sera sûrement utilisé pour mettre des coups, comme Julien l'a dit, pour être dans la physicalité. Mais à moyen long terme, tu peux pas lui demander de chasser sans cesse à l'extérieur. Ce sera beaucoup plus un rôle qui devrait être assigné à Jaren Jackson Jr. On me dira qu'il est peut-être trop frêle ou trop jeune, sauf que les stats montrent, notamment les stats avancées, que son efficiency rating, il est beaucoup plus élevé quand il est en pivot, parce qu'en fait, il couvre des zones du terrain qui sont tellement larges Ouais. et il contribue des deux côtés. Donc clairement, Adams devrait commencer le match. Par contre, ce sera sûrement Triple J aux côtés de Brandon Clark et ou de Slow-Mo. Mais je ne serais pas surpris que les trois soient en même temps sur le terrain. Alors avant que je redonne la parole à Julien pour qu'il puisse prendre potentiellement la défense de Kat, de Karl Anthony Towns, et nous dire comment il va pouvoir peut-être step up par rapport à tout ça, moi j'ajouterais aussi qu'il y a peut-être un avantage chez les Grizzlies à mettre des profils plus mobile et plus léger peut-être sur Karl Anthony Towns, c'est que Karl Anthony Towns prend beaucoup de fautes, et notamment des fautes offensives sur le jeu au Exactement. poste, ou en se retournant avec des coudes un peu hauts, ce genre de fautes offensives un petit peu, pas bêtes mais dommageables, vraiment d'autant plus dommageables. Si, bête, je veux dire. Voilà, Julien assume totalement la chose. Et en fait, je me dis que ça peut être aussi une stratégie intéressante de la part des Grizzlies de mettre un joueur peut-être plus mobile et plus petit sur 4 aussi pour cette raison, dans le sens où il pourrait peut-être le mettre plus rapidement en foul trouble, et donc gêner considérablement cette équipe de Sota. Par rapport à toutes ces difficultés qui s'annoncent sur le chemin de Karl Anthony Towns, Julien, comment est-ce que tu vois déjà le pivot potentiellement réussir à step up et s'en sortir, et comment pour lui et pour l'équipe de Minnesota ça peut se dérouler pour que justement on tire le meilleur parti finalement? En tant que fan des Wolves, forcément, j'ai envie de le voir step up, j'ai envie de l'imaginer step up, clairement. Maintenant, objectivement, il nous a montré, parfois dans la saison, et beaucoup plus récemment sur le play-in, qu'il pouvait passer au travers. Alors, déjà, sur une série, parfois, tu peux te permettre un match, quand tu es favori, tu peux te permettre un match où tu es un peu en dedans, et si les copains prennent le relais. Là, clairement, on reste l'underdog. Donc, il faudra pas passer au travers sur aucun match, a priori. Donc, déjà, rien que ça, c'est quand même compliqué d'imaginer Towns et son passif de faute, notamment. Ne pas passer au travers d'un match, même s'il va aller mettre ses 20 points par match, c'est pas vraiment le souci. Le play-in était vraiment un gros accident. Il y avait vraiment quelque chose. C'est pas Ouais. une excuse, ou c'est même pas certain que ça ait joué, mais l'anniversaire du décès de sa mère était le lendemain, donc peut-être que l'enjeu plus ça, peut-être que ça l'a bouffé psychologiquement. Voilà, c'est pas impossible. Mais c'est quand même pas arrivé, même cette saison, quand il était en fall trouble, et c'est arrivé quand même pas mal de fois, ou qu'il s'agaçait, qu'il sortait un peu de ses matchs. Des accidents comme ça, avec très peu de points marqués, etc., Ouais. ça n'est pas arrivé cette Ça saison. reste marginal. Voilà, donc c'était vraiment un gros accident. Alors espérons que ça ne se reproduira pas parce qu'il y a de l'enjeu. Maintenant, même si tu as un 4 qui va scorer ses 20 points, qui va prendre ses 8-9 rebonds, s'il sort de son match, c'est pas bénéfique pour les Wolves, c'est pas suffisant pour les Wolves. Donc on a besoin qu'il soit au taquet sur tous les matchs. Donc ça, clairement, moi j'ai un doute sur cette partie-là. C'est pas évident à l'admettre, mais c'est comme ça. Il faut aussi être un minimum objectif. Donc oui, son rôle sera absolument essentiel. Sa gestion des fautes sera vraiment, vraiment importante en l'occurrence. Donc c'est complètement vrai de dire que quand tu mets des joueurs plus petits, même finalement quand il a des gros adversaires, enfin quand il a des pivots classiques en face de lui, il a souvent tendance à faire sa petite faute sur le demi-tour au poste, sur un face-up, même des fois partir un petit peu sur son dribble avec le coude gauche qui monte un petit peu, qui va heurter l'adversaire.
selon qui t'es en face, Adams qui a un peu d'expérience, donc Steven Adams qui va quand même défendre par séquence sur lui, autant il peut prendre la sauce à distance. D'ailleurs, ça c'est un point important. Si quand Adams défendra sur Towns, il faudra absolument que Towns tourne à 40% à 3 points. Qu'on soit très clair, Ouais. il faudra qu'il soit dans ses standards. Punir ce Il est capable. match-up-là dès qu'il est présent sur le terrain, c'est punir ce match-up directement. C'est ça. Il faut absolument qu'il profite de ces situations-là et qu'il tourne et qu'il mette ses 40% comme il est largement capable de le faire. Il peut Ouais. prendre feu, il peut taper des step back. C'est quand même un énorme malade derrière l'arc. Donc ça, déjà, de ce côté-là, il faudra qu'il ait l'adresse. Quand il aura les tirs, il faudra qu'il ait l'adresse. Surtout pas qu'il les force parce qu'il n'a pas besoin de les forcer en plus. Towns peut mettre des tirs contestés, mais globalement, il prend des bons tirs. À 3 points, il prend quand même des bons tirs, sauf dans les soirs où il n'est pas dedans, où il s'agace, où il se frustre et du coup, il va forcer. Mais les soirs où il force pas et les soirs où il en a mis 7-8, c'est pas des soirs où il a forcé. C'est les soirs où le jeu il est venu à lui. Il est dedans, il a son match-up en face de lui, qu'il soit un pivot, n'importe qui, il prend pose un dribble, step back, il peut le faire, mais c'est pas forcé, c'est quand le jeu vient à lui. Donc déjà, il faudra qu'il respecte ces schémas-là. Donc clairement, ça va beaucoup jouer dans la tête, et du coup, les doutes sont permis, je les comprends, je les entends. Mais il faudra qu'il appuie sur ses points forts quand on lui laissera cette possibilité. Et en effet, il faudra que quand Memphis va envoyer des schémas spécifiques sur lui, il soit capable de lâcher sa balle tranquillement. On ne lui demande pas de faire la passe du siècle, on ne lui demande pas d'être Nikola Jokic, on ne lui demandera pas de faire des passes incroyables de l'autre côté du terrain, simplement la ressortir proprement. Il y a du monde derrière qui est capable d'aller mettre du 3, il y a du monde derrière qui est capable de refaire tourner la balle. On a un Vanderbilt qui peut même mettre de la pression sur le cercle. Donc si tu ressors à l'extérieur, forcément s'il attire du monde, si on le prend à 2 comme ça s'est passé avec les Clippers, on l'a vu en deuxième mi-temps quand il a eu un bon passage assez court malheureusement dans le troisième. Quand il joue calmement et même s'il est pressé très fort, que ce soit loin du cercle ou sous le cercle, il est capable de ressortir la balle, de décaler Vanderbilt qui va aller sous le cercle, qui va finir au dunk très facilement, ou de ressortir la balle tranquillement, de se positionner pour atteindre le rebond offensif. On l'a vu contre les Clippers, le seul bon passage qu'il a, il a trop de fautes, il change son agressivité clairement, il se met sous le cercle et il profite des tirs extérieurs ratés pour prendre le rebond calmement sans prendre le risque de faire une faute et pour marquer un panier facile ou ressortir. Donc là, il a été capable pendant quelques minutes de gérer son agacement et de changer son registre pour s'adapter. Il faudra qu'il le fasse sur beaucoup plus de fois certainement sur la série. Tu m'offres une transition parfaite en parlant du rebond et on va y revenir, peut-être en inversant l'enjeu dans le sens où on va parler surtout de l'importance du rebond pour les Grizzlies et comment Karl Anthony Towns pourrait justement jouer un rôle en écartant les intérieurs, et on parlait du fait qu'il doit sanctionner le match-up avec Steven Adams à chaque fois qu'il est sur le parquet. En attendant, juste petite parenthèse, Kawelito qui est dans le chat, bienvenue à toi, toujours un plaisir de t'avoir dans le chat. N'hésitez pas comme Kawelito à partager avec nous vos avis, etc. On essaiera de les faire remonter. Kawelito qui aurait tendance à nous dire que il faudrait pas non plus trop prendre ce match du play-in comme exemple de la saison de 4, etc. C'est ce que tu disais d'ailleurs, Julien, très bien tout à l'heure, et ça me permet d'y revenir. C'est vrai que les Clippers ont particulièrement bien défendu Karl Anthony Towns et particulièrement bien défendu ces Wolves-là. Donc, encore une fois, pas de surréaction, et tu fais très bien de le noter, Kawelito. On va revenir au rebond. Comme je disais, Karl Anthony Towns, un profil qui écarte le jeu grâce à sa propension, à son volume, son efficacité à 3 points, et donc dans le tir à distance. Ça pourrait permettre d'écarter Steven Adams de la raquette, et on sait que les Grizzlies jouent un jeu offensivement pour se mettre à niveau, puisqu'ils n'ont pas une efficacité incroyable sur demi-terrain. Ils jouent beaucoup de transitions, etc., notamment parce qu'ils captent énormément de rebonds, que ce soit défensifs, offensifs, qui leur permettent de partir très vite en transition ou de marquer sur des secondes chances. Le fait d'avoir un pivot en face qui écarte le jeu et les défenses et qui ramène les pivots à l'extérieur peut potentiellement permettre de couper une des sources d'offense de ces Grizzlies. Cam, par rapport à ça, comment est-ce que tu vois cette potentielle problématique de Karl Anthony Towns qui écarterait Adams? On a dit tout à l'heure, et on va peut-être y revenir, que ça forcera peut-être Taylor Jenkins à se passer beaucoup plus du pivot néo-zélandais pour privilégier d'autres options, Jaren Jackson Jr. encore une fois, ou encore Slow-Mo et autres. Que penses-tu de cette problématique, Cam? Et par rapport au rebond, et c'est un peu l'école que les Grizzlies ont, c'est-à-dire c'est que Adams commence les matchs, mais les finit rarement. Et le rebond, c'est un truc qui est collectif chez les Grizzlies. T'as la plupart des joueurs du 5 majeur qui en prennent 5, et voire plus. Et c'est la clé du match pour moi, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, si tu écartes le jeu au maximum, tu es forcé d'envoyer Adams se défendre à l'extérieur.
Donc, du coup, tu es forcé de responsabiliser les autres joueurs, notamment Triple G, qui lui a du mal à atteindre le 10-12 rebonds par saison. Donc, c'est le gros axe pour moi. Ok, très bien. Je pense que de toute façon, il y a. En fait, j'ai du mal à voir Adams jouer beaucoup dans cette série. Parce que je vois pas comment en fait les Grizzlies pourraient faire avec ces potentielles faiblesses qui vont ressortir contre cette équipe des Wolves et surtout Karl Anthony Towns. Maintenant, encore une fois, je pense qu'ils ont la profondeur avec Jaren Jackson Jr. à décaler en 5 et mettre Slow-Mo en 4. Brandon Clark, tu le disais, Julien, et Cam t'en parlait un petit peu également dans la preview. On nous dit que vraiment Cam n'est pas le seul à. Enfin, c'est pas le seul podcast qui le martyrise, bien sûr. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter le podcast de Grise FR, qui est excellent, que j'ai écouté juste avant pour remettre un petit peu à la main. On a du monde aussi dans le chat là qui est arrivé. Bonjour à Guillaume, bien sûr, du Basket Lab, pardon, qu'on salue, qu'on est toujours très content d'avoir avec nous. Autre chose par rapport à cette équipe des Grizzlies et le fait que du coup je parlais beaucoup de l'importance du rebond pour pouvoir partir notamment en transition ou pour jouer des secondes chances. Attends, juste Clem, Vas-y, Julien. juste sur le rebond, pardon, juste Vas-y. pour ajouter Non, quand même vas-y, que, complètement, vas-y. en effet, je rejoins complètement Cam. C'était le point que je voulais soulever aujourd'hui sur la partie collective des Memphis, des Grizzlies, pardon, qui a compris cette importance-là collective du rebond, cette tâche collective. Et justement, je regardais un petit peu les stats et en effet, parce que là où Jaren Jackson Jr. est pas un bon rebondeur, clairement pour sa taille et pour son poste, on est à même pas 6 rebonds par match, ce qui est quand même une mauvaise moyenne. Le problème, c'est qu'on a quand même en effet plusieurs joueurs autour qui sont au-delà des 5 rebonds ou juste en dessous. Ça va de Desmond Bane qui dépasse les 4 jusqu'à Ja Morant qui est pas loin des 6. Donc on a quand même du monde qui est capable d'aller faire pression. Donc c'est-à-dire que même dans un contexte où Steven Adams n'est pas présent, collectivement ils sont capables de répondre. Néanmoins, même si tu as 3-4 joueurs à 5 rebonds, Steven Adams qui est quand même à 10 rebonds, si tu enlèves cette présence-là, ça donne une chance aux Wolves, qui ont quand même souvent été mis en difficulté cette saison dès qu'il y a de la taille en face et qu'il y a du rebond. Je regardais avant le live et hier pour la preview, les Grizzlies, c'est l'équipe qui a le meilleur pourcentage au rebond et surtout le meilleur pourcentage au rebond offensif. Et là où j'aurais pu être moins inquiet, on va dire, sur cette thématique-là pour les Wolves il y a quelques mois, je le suis un peu plus aujourd'hui pour la simple raison que Kat n'est pas un gros rebondeur cette saison. Il y a des matchs où il est capable de, mais c'est pas le secteur où il a le plus brillé et que c'était compensé sur la première moitié de saison par le monstre qu'a été Jared Vanderbilt. Et malheureusement, en deuxième partie de saison, même si j'adore toujours ce joueur, physiquement, il a l'air d'être un petit peu diminué, enfin un petit peu fatigué de la grosse saison qu'il a fait. Or, c'est quand même un joueur qui, une fois que son énergie n'est plus là, techniquement, ça reste quand même assez limité. Et donc, c'est quand même un joueur qui doit miser beaucoup sur son énergie pour avoir de l'impact, que ce soit défensivement ou au rebond, où il est capable de faire des trucs incroyables. Et justement, j'attends aussi de voir avec impatience l'état de forme physique de Jared Vanderbilt sur cette série, qui pourrait être une clé hyper importante des Wolves pour la prise de rebond, lorsque les Grizzlies vont faire cette tâche d'un point de vue collectif. Et je vois Kaolito qui parle de taille. En fait, c'est pas forcément en effet qu'un problème de taille, on le réduit souvent à ça, mais c'est aussi un problème de devoir collectif. Et là où les Wolves ont des joueurs qui sont capables d'aller prendre du rebond, même Dilo est pas si petit, il peut en prendre. Anthony Edwards doit en prendre plus. Beverley peut en prendre. Donc c'est une tâche collective qu'il va falloir aussi, il va falloir se mettre à niveau de ce côté-là, clairement, que ce soit McDaniels par exemple aussi qui peut en prendre. Voilà, il faudra être plus structuré aussi pour se mettre au niveau des Grizzlies collectivement sur ce registre-là. On peut passer à la suite parce qu'on a beaucoup parlé de l'intérieur. C'est vrai qu'on a vu pour ces Minnesota Timberwolves, on a vu un D'Angelo Russell et un Anthony Edwards excellents sur le premier match de play-in. Sur le match de play-in. Ça va être deux pièces majeures, excusez-moi, je me perds dans mes mots, pour ces Wolves, bien évidemment, en dehors de Karl Anthony Towns, ils forment à eux trois le trio. Là encore, beaucoup de réponses potentielles chez les Grises. Bien sûr, on pense à Dillon Brooks, de retour sur la fin de saison et qui a réussi à peu près à se remettre en jambes. Il a manqué beaucoup de matchs, malheureusement, avec ces Grizzlies cette saison. On pense bien sûr à d'autres
d'autres stoppers chez ces Grises, je m'en sors. Notamment sur la profondeur du D'Anthony Melton, etc. derrière. Alors ça, c'est plus un joueur dead, et on va y revenir à l'importance de la défense collective des Grises. Et peut-être, puisque Cam avait l'air d'avoir un bon passage, Cam, peut-être tu peux commencer sur la défense potentiellement qu'il y aurait à proposer face à ces Wolves, et notamment ces deux arrières, D'Angelo Russell et Anthony Edwards. Alors, en postulat de ça, il faut rappeler le fait que c'est deux joueurs très différents. Tu as un slasher pitbull très agressif qui a un premier pas compliqué à défendre, on va dire, hein, pour rester poli. Et de l'autre côté, tu as un meneur arrière plus filiforme, plus agile, qui joue beaucoup derrière les écrans. Et surtout, qui a un mid-range et un flotteur dont il va devoir beaucoup utiliser parce qu'en fait, encore une fois, la défense de Memphis, qu'est-ce que c'est? C'est laisser des zones du terrain vulnérables, donc ça va être surtout les tirs extérieurs, et du mid-range, parce que le mid-range, à part ce que tu appelles des Rosanne, ça paye assez mal en NBA. Et c'est le gros axe sur lequel Memphis doit travailler, c'est quelle zone tu offres et quelle défense tu proposes. Est-ce qu'on va rester sur du drop, sachant qu'en face, tu as Karl Anthony Towns et Dilo, je trouve ça un peu dangereux. Mais après, ça va surtout être quel profil tu opposes. Comme je l'ai dit, tu as un arrière agile et un plus puissant. Donc, du coup, l'équation simple, ça serait de dire j'envoie Brooks sur D'Angelo Russell et j'envoie Bane sur Anthony Edwards. Mais le gros avantage que Memphis a et que Minnesota a moins, voire n'a pas, c'est la profondeur d'effectif. Tu peux faire des fautes contre ces mecs-là pour casser l'action, pour empêcher un gros tir ou une transition. Là où Minnesota va devoir éviter d'être dans le fall trouble et de préserver ces joueurs-là. Après, comment dire ça? C'est un match de playoff, donc ça veut dire que tu vas pas tourner à 12-13 joueurs sur cette opposition-là. Mais ce qu'il faut, c'est que quand tu ne joues pas avec Ja, tu dois avoir du Melton qui chasse constamment, qui empêche les aides, qui fait un peu de hedge. Hein. Le hedge, moi j'adore cette formation-là de défense en NBA. Ça peut marcher, je pense, contre ces joueurs-là. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un côté, tu t'es forcé de coller Edwards H24 parce que s'il a son premier pas, s'il passe l'épaule, ça va être compliqué et tu vas mettre tes intérieurs en danger. Et tu as besoin qu'il reste sur le terrain longtemps. Et de l'autre côté, si tu laisses Russell trop zigzaguer, etc., tu vas lui offrir des mid-range. Et je crois qu'au niveau des flotteurs, il est parmi les meilleurs de la ligue. Et encore une fois, même si c'est des points qui rémunèrent peu, t'as pas envie de l'offrir. Pas sur des matchs comme ça où tu as deux attaques qui vont très vite. Et en filigrane de ça, les Wolves, c'est peut-être pas l'équipe la plus efficace à 3 points, mais c'est celle qui en tente le plus et qui met le plus. C'est un point sur lequel on a assisté dans la preview. Donc tu vas pas fournir des opportunités à une équipe qui aligne trois très bons shooters. Par rapport à ça, je trouve qu'il y a aussi un élément intéressant de cette défense des Grizzlies, et vous le soulignez d'ailleurs tous les deux dans la preview, c'est l'aspect où c'est réellement une défense collective, c'est-à-dire que bien sûr qu'ils ont du personnel défensif intéressant. Hein. Tu parlais de Desmond Bane, on parlait de Dillon Brooks, on parlait dans les backups de notamment d'Anthony Melton. Il y a Kyle Anderson, dont je parlais encore un petit peu plus tôt, qui a, je trouve, un profil de couteau suisse dans cette défense qui sait à peu près, qui peut potentiellement tout gérer différemment et être très polyvalent, mis sur différents rôles, différentes assignations. Alors qu'on salue Damien Berne, qui nous rejoint pour la première fois dans le chat. Bienvenue à toi, n'hésite pas à nous donner et qui nous follow, qui rentre dans le 5, bienvenue à toi. N'hésite pas à partager tes impressions, tes commentaires, on essaiera d'y répondre, de les remonter. Donc une défense très collective de la part des Grises, très intelligente, qui donc en plus peut sur l'homme, je pense sur le point of attack, je pense notamment à Dillon Brooks, qui a sans doute un petit peu manqué, je trouve, à ces Grises dans les phases où sur certains match-up, ou dans certaines phases où ils étaient un peu moins bien défensivement. Est-ce que Julien, par rapport à ça, Cam parlait de D'Angelo Russell et notamment la sélection de ses tirs, enfin la localisation de ses tirs qui pouvait embêter une défense comme les Grises qui essayait quand même avant toute chose de défendre l'arceau. Quelles sont les solutions pour les deux jeunes arrières des Wolves pour potentiellement passer outre cette défense ou en tout cas réussir à en prendre le meilleur parti? Il y a deux choses. Déjà, je suis d'accord sur le point de Dillon Brooks, qui est quand même un élément non négligeable, qui n'était pas présent sur les 4 matchs de la saison où on fait 2 partout avec les Grizzlies. Il n'était pas présent sur les 4 matchs. Donc c'est sûr que c'est un élément qui peut changer la donne au niveau défensif sur les 5 majeurs. Notamment en allant sur D'Angelo Russell, que les Grizzlies n'ont pas su contenir sur les 4 rencontres où on les joue, puisqu'il est à 30 points de moyenne sur les 4 matchs, dont 37 sur le dernier, là, le fin février, où il met un carton et où ils ont vraiment pas de solution pour le contenir. Donc
Cela étant dit, oui, Dylan Brooks sera présent. Oui, Dylan Brooks pourrait être embêtant pour Russell. Et donc, la logique, en effet, serait de voir, comme le disait Cam, d'avoir Desmond Bane sur Anthony Edwards pour le côté puissance et d'avoir Dylan Brooks sur D'Angelo Russell. Néanmoins, là où on accorde, à juste titre, une très grosse profondeur d'effectifs sur les Grizzlies, attention quand même, je nuance un petit peu ce que dit Cam par rapport aux fautes. Dire, on peut se permettre de faire des fautes parce que derrière, on a du monde. Les Wolves aussi ont du monde derrière. Alors, c'est moins impressionnant. N'empêche qu'au début de saison, j'ai quand même entendu pas mal de monde et j'étais pas du tout d'accord avec ça. Alors, et franchement, pas en tant que fan, mais je voyais pas moi où était le problème. Il y a quand même de la profondeur d'effectifs chez les Wolves. Et le banc des Wolves cette année a montré qu'il y avait de la qualité et qu'il pouvait nous sauver pas mal de matchs. Même si on a eu pendant la période où il était au complet le 5 majeur avec Russell, Edwards, Beverley, Vanderbilt et Towns, qui était un des plus performants en net rating de la ligue. C'est quand même aussi le banc qui a montré sa qualité, qui a montré qu'il pouvait faire des différences. Donc aujourd'hui, il ne faut pas négliger l'apport que peuvent avoir des joueurs comme Jalen Noel, Jordan McLaughlin, Malik Beasley en sortie de banc sur les lignes extérieures. C'est des joueurs qui sont capables, pour Noel et pour Beasley, de scorer, de prendre feu. Malik Beasley, sa régularité et son adresse sera absolument capitale sur la série, évidemment. Mais cette saison, il fait quand même un très très gros pourcentage à 3 points. Il met le plus gros volume de l'histoire des Wolves sur une saison. Donc on a quand même un mec qui est en forme au niveau de son shoot, qui est en phase avec son tir. Donc ça déjà c'est un élément important. Jalen Noel est capable de créer son tir sans problème, de scorer dans à peu près toutes les positions. Il a vraiment été sympa à regarder cette saison. Donc déjà on a deux joueurs qui sont capables de prendre le relais au scoring. Alors on ne parle pas de 30 points par match évidemment, mais de joueurs qui peuvent être embêtants. Et dans le lot on a également Jordan McLaughlin qui lui dans le genre plus gestionnaire, plus pour poser le jeu, va être également important. J'en profite pour parler rapidement de la pace, où justement, Cam disait, c'est deux équipes qui jouent très vite. Ouais, on a deux des quatre plus rapides équipes de la ligue. Sauf qu'en playoff, parfois, le rythme va être un petit peu plus lent. Il faut de temps en temps un petit peu poser le jeu. Et à ce niveau-là, autant Tyus Jones d'un côté, d'ailleurs, que Jordan McLaughlin sont capables de gérer ce tempo-là un petit peu différemment, un petit peu plus lent. Donc, voilà, le banc de Memphis, oui, est plus complet, mais sur les lignes extérieures, attention à ne pas non plus trop focaliser sur D'Angelo Russell et Anthony Edwards, qui sont évidemment capitaux, évidemment extrêmement importants pour les Wolves. Mais on a du relais derrière, capable d'aller mettre des paniers dans les moments un petit peu difficiles, ou si vraiment nos extérieurs sont limités, ben on peut avoir de la rotation derrière. Donc c'est quand même un point à signaler en faveur des Wolves. Pas tout ne va se jouer sur Russell et Edwards. Non, tu fais bien de le préciser. C'est vrai que c'est, je pense, un élément peut-être un petit peu sous-estimé chez ces Wolves. Et puis bon, moi j'aimais bien Malik Beasley à Denver, donc Ah oui, eh oui, forcément. Mais je vois qu'Awelito, tu vois, qui dit dans le chat, et c'est exactement ce qu'on me dit chez les fans des Wolves toute la saison. C'est un de nos gros problèmes à régler dans les mois à venir, c'est plutôt Naz Reid, qui en effet peut être vraiment impactant négativement, en l'occurrence, par son manque de défense, son manque de discipline, et parfois même ses absences offensives, même s'il est capable de mettre des petits cartons où il va rentrer, il va mettre 15 points sur un nombre de minutes assez restreint, il va prendre un petit peu du rebond parce que hop, les choses se goupillent bien pour lui, mais globalement, il a malheureusement souvent un impact négatif. Donc là, ça c'est un vrai problème quand on parle du banc des Wolves. Par contre, c'est pas sur les extérieurs que se situe notre problème. Donc pour moi, le débat sur Russell et Edwards existe, mais il est à nuancer par le banc des Wolves qui quand même est performant. je comprends du coup ce point-là. Maintenant, je pense que j'aimerais revenir sur un truc peut-être un peu plus global, mais quand j'imagine ce match-up et je me dis que la défense des Grises est très collective, joue excellemment bien les lignes de passe, les positionnements, ils arrivent à isoler, enfermer potentiellement les joueurs. Et quand je vois par exemple Anthony Edwards qui est capable dans sa sélection de tirs de forcer beaucoup de shoots, pas forcément les meilleurs, et de peut-être s'enfermer un petit peu. Et je vois peut-être les Wolves qui ont parfois, je trouve que c'est peut-être ce qui leur manque un peu, la régularité dans l'exécution, où des fois ils réussissent. Des fois ils échouent justement un petit peu à bien exécuter et à rester dans des schémas de jeu classiques, et il y a peut-être des enfermements, des isolations, etc. Je me dis que c'est peut-être un mauvais match-up pour les Wolves à ce niveau-là, dans le sens où je trouve que les Grises excellent à forcer ce genre de choses. Et j'ai un petit peu peur dans cette configuration-là que, comme... Alors D'Angelo Russell, peut-être c'est celui qui pourrait faire le pivot là-dedans, réussir justement à tempérer cette problématique-là. On sait qu'il a pris beaucoup de galons cette saison, beaucoup de plomb dans la tête. Il gère quand même beaucoup mieux
son rythme et autres. Par contre, je trouve qu'Anthony Edwards, bon, après, il est capable aussi de vraiment poser problème à cette équipe en étant en adresse et en drivant beaucoup plus sur le cercle et bien sûr en attirant la défense à l'intérieur et en profitant du coup des espaces que ça lui libérerait à 3 points. Est-ce que ça te parle néanmoins, Julien, cette potentielle problématique-là? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, clairement, je vois dans le chat, on parle de D'Angelo Russell et on parle de Karl Anthony Towns, qui sont des joueurs qui sont sur demi-terrain, qui peuvent être hyper performants, même si ça a joué vite cette année, et c'est des joueurs qui sont capables sur demi-terrain d'être hyper productifs. Donc on en revient évidemment à dire que le rôle de Towns sera extrêmement important. Je vois Jérém qui forcément veut revenir sur les foul trouble de Cats, parce que de toute façon il n'aime pas les Wolves, c'est assumé. Euh, voilà. J'aime. Voilà, mais c'est vrai que oui, évidemment, de toute façon, en playoff, les rotations sont resserrées. Je vois aussi que ça parle justement des potentiels joueurs qui seraient pas dans la rotation. Je pense en effet que Jordan McLaughlin part de base hors de la rotation, évidemment. Potentiellement, peut-être Jalen Noel, je suis un petit peu moins sûr. Après, je pense que ça dépendra aussi de la série. Donc justement, si on voit que D'Angelo Russell est capable, à lui seul, entre guillemets, de gérer du rythme un peu plus lent, de gérer des variations et de ne pas être trop gêné par la défense des Grizzlies, il n'y aura pas forcément besoin d'élargir cette rotation extérieure. Maintenant, au moins, on sait qu'on a ces armes-là potentielles qui sont capables. On a vu que Chris Finch, surtout, avait été monstrueux pour maintenir ses joueurs performants tout au long de la saison et impliqués surtout tout au long de la saison, même quand ils avaient des longues périodes où ils ne jouaient pas. Ils ont quand même toujours été prêts à contribuer. Donc on a ces cartouches-là qui existent sur le banc. Est-ce qu'on aura besoin de les utiliser? Ça dépendra en effet beaucoup de D'Angelo Russell, qui a largement progressé cette année, qui a encore des périodes, des matchs compliqués offensivement, quand les tirs ne rentrent pas notamment. C'est tout de suite un peu plus compliqué, même s'il a progressé en playmaking. C'est surtout devenu un super leader. J'ai beaucoup aimé moi l'attitude qu'il a eue en sortie de play-in, où il a dit voilà, le taf est absolument pas fait. C'était voilà, comme si c'était vraiment juste une obligation absolue de gagner ce match et que c'était juste normal. Donc il faut avancer, il faut continuer de performer. Voilà, donc ça sera important de voir l'attitude qu'ils auront. Mais oui, beaucoup de choses vont se jouer sur ces postes-là, très clairement. Anthony Edwards, il va falloir qu'il soit très discipliné. Et pour autant, on n'a pas envie de le brider non plus. On sait que c'est un joueur qui est capable, sur un match où il prend feu, de partir en vrille complètement et de prendre des tirs dans tous les sens et que tout rentre. Comme il est capable aussi à certains moments de forcer le jeu. De prendre la balle, tête de raquette, légèrement sur le côté, et d'aller pas. On le voit dribbler entre les jambes. On sait très bien qu'il va prendre son 3 points comme ça, en face-up. On le sait, il n'y a aucune surprise. Et il le prend. Bah, il y a des matchs où ça rentre dedans à n'en plus finir, ou avec des cartons où c'est absolument n'importe quoi, et d'autres cartons où ça met pas dedans, et là il faudra être capable aussi de lui dire bon, là, stop, on arrête, on exécute. Après, Et c'est oui, deux très jeunes équipes. Il me semblait que vous le notiez dans la preview, 2 des 3 plus jeunes équipes de la ligue, il me semble. c'est ça, Ça va avec être le Thunder. intéressant. Ouais. C'est aussi un testament à la progression de ces jeunes joueurs. Ça va être aussi un passage qui va ou pas témoigner de cette possible progression-là. C'est aussi baptême du feu. Ça va permettre aussi de travailler sur ces défauts-là ou d'en prendre conscience si ce n'était pas le cas. Mais si on a beaucoup Clairement. parlé de l'aspect défensif des Grizzlies et de l'offense potentielle des Wolves et de comment ça pouvait s'orienter dans ce sens-là. On n'a pas parlé de l'inverse, à savoir de l'offense de ces de ces Grizzlies-là, contre la défense des Wolves, du coup, que je ne me trompe pas. Il y a moi une chose qui me pose question, c'est Ja Morant. Alors sur les match-ups de la saison, sur les 4 matchs de la saison, Ja ne fait pas des gros scores, il est dans une vingtaine de points de moyenne, ce qui pour lui n'est pas énorme, et il s'est pas forcément beaucoup plus illustré que ça. Il y a eu différents types de défense sur lui, notamment Edge un petit peu tenté de la part des Wolves. Malgré tout, il y a eu aussi des tentatives de drop, beaucoup moins infructueuse parce que tout simplement, donc le drop pour ceux qui ne sauraient pas, c'est au moment du pick and roll, le big man, donc le big man va décrocher, va revenir vers le panier pour pouvoir protéger l'accès au cercle en priorité et éviter les drives, que ce soit du porteur de ballon ou de l'intérieur sur le short roll, voilà, pour faire simple. Malheureusement, Karl Anthony Towns n'est pas un pivot dissuasif.
alors qu'il n'est pas dans un pivot dissuasif dans le sens où il l'empêche, enfin il conteste pas forcément extrêmement bien les lay-up et les drives à l'arceau, et en plus il ne dissuade pas dans le sens où il ne fait pas peur aux extérieurs adverses qui aimeraient potentiellement driver. Et là on est dans un match-up où en face c'est Ja Morant, et qui est l'extérieur qui marque le plus avec la meilleure efficacité en drive et dans l'attaque du cercle. Est-ce que c'est pas un problème aussi potentiellement très difficilement solvable pour ces Wolves-là? Ça va être un problème sûrement. Après, bon, même si le patron me dira le contraire, déjà est un problème pour beaucoup de défenses cette saison NBA. Il frôle les 30 points, les 30 points par match, etc. Bref, au-delà de ça, en fait, en playoff, même quand Memphis a croisé le Jazz l'an dernier avec un pivot très dissuasif, et même cette saison contre l'élite, on va dire, de la ligue, ça l'a ralenti, mais ça l'a pas empêché de scorer parce qu'il a pas que son drive, en fait. Même s'il prend peu de mid-range, il sait en mettre. Il y a aussi des flotteurs, il y a du jeu au poste, et tout simplement le jeu de passe, en fait. Hop, et donc j'ai muté Cam histoire qu'on puisse continuer. Désolé Cam, du coup, ça devenait intermittent et compliqué. Tu parlais néanmoins à raison de son jeu de passe, où c'est vrai qu'en plus de cette configuration de drive où Ja excelle, il y a la problématique du jeu de passe dans l'idée, c'est-à-dire que avec le edge, donc qui est à peu près l'inverse du drop pour ceux qui ne connaîtraient pas, et qui consiste cette fois-ci à faire monter le défenseur intérieur sur le porteur du ballon pour l'obliger à lâcher la gonfle très rapidement, et ensuite on compense en fait l'intérieur qui se retrouverait tout seul sur le roll en faisant des rotations du côté opposé et en démultipliant les rotations à chaque fois pour aller rechercher le joueur qui serait libre. C'est un modèle défensif que Chris Finch a instauré chez les Nuggets et maintenant chez les Wolves en début de saison. On l'a beaucoup vu notamment. Il y a ce problème de comme Ja peut aussi passer dans les corners, etc., il faut être très discipliné sur l'aspect défensif du côté des Wolves. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite baisse de régime quand même, je trouve, sur la fin de saison de la part des Wolves de ce côté-là du terrain, avec aussi des joueurs comme Vanderbilt qui sont extrêmement importants dans cette configuration et qui étaient assez cramés, faut le dire, malheureusement. J'étais un des premiers défenseurs de Vando. Du coup, Julien, comment est-ce que tu vois cette défense de ce match-up-là qui s'annonce quand même un petit peu difficile? Je pense qu'on va continuer à mélanger, à varier un petit peu les systèmes défensifs pour aller sur du Ja Morant. Clairement, on va aller sur un mélange de edge et de drop. Ce qui va être super important, c'est que quand tu es en edge, tu prends le risque qu'il dépasse potentiellement Towns parce que c'est souvent lui qui va se retrouver à couvrir sur les pick and roll. Donc si tu le fais défendre de manière agressive, tu as un risque qu'il se fasse dépasser et que Ja Morant puisse aller au cercle. De la même manière, quand tu es en drop, c'est pareil. Donc, ce qui compte, en fait, ce qui va être hyper important, que ce soit sur un système ou sur l'autre, c'est l'aide qui va être apportée par les autres joueurs. Oui, tu prends le risque de laisser potentiellement des gars un petit peu libres à 3 points chez les Grizzlies. Alors, on n'est pas sur les plus gros snipers de la Terre du côté des Grizzlies, donc ça peut être un élément sur lequel tu peux essayer de miser, sans trop laisser évidemment les tirs ouverts, c'est la problématique. De toute façon, avec un meneur aussi fort au scoring que Ja Morant, pas de solution parfaite, évidemment. Donc je pense qu'on va continuer à alterner ces schémas-là, mais dans tous les cas, ce qui sera impératif, c'est l'aide et la structure défensive des autres joueurs, au-delà du seul joueur qui va défendre en bune à bune sur Morant, et de potentiellement Towns qui va se retrouver en situation de défense sur pick and roll, que ce soit en edge, donc en montant sur l'écran, ou en étant en drop coverage, en attendant sous le cercle. Ce qui sera d'autant plus important, c'est de surtout pas mettre Towns dans des positions difficiles, parce qu'en effet, oui, c'est pas un gros intimidateur, oui, c'est pas un gros contreur auprès du cercle, et surtout, déjà qu'il a un problème de faute offensive, il faut surtout pas qu'il se retrouve à faire trop de fautes défensives, dans le cas où Ja Morant va pouvoir accéder au cercle, sur un Towns qui sera donc du coup en phase descendante pour essayer de protéger l'arceau, qui va se faire attaquer de plein fer par Ja Morant, qui est capable de par sa technique, de par ses qualités athlétiques, par sa capacité à se contorsionner dans tous les sens,
Déjà de mettre des N1, clairement, il est capable. Et en plus, voilà, donc de provoquer globalement les fautes de Karl Anthony Towns. Donc il faudra vraiment éviter cette situation-là où Ja Morant peut attaquer Towns sous le cercle sans aucun problème. Et ça, c'est aussi les coéquipiers qui vont être responsables de ça, très clairement. Donc voilà, il n'y aura pas de solution miracle pour arrêter Ja Morant. N'empêche que si sur 4 matchs, en effet, je vois que Kawhi Lito le précisait, sur 4 matchs, donc il est à 20 points de moyenne. Hein. En effet, c'est les chiffres que je voyais hier. Il est à 20 points de moyenne sur les 4 matchs. Alors, après, il faut aussi tempérer, c'est-à-dire que je revoyais le dernier match de fin février. Il est sur un pourcentage, alors il marque 20 points, il est sur un pourcentage dégueu, mais il se retrouve à prendre beaucoup de tirs en claquettes, sur rebond, sur tentative de rebond offensif. Donc ouais, il y a du déchet, c'est des paniers très compliqués qu'il a tenté. Néanmoins, ça veut aussi dire que sur le volume de tirs qu'il prend, il y en a quelques-uns qui sont comme ça, mais il y en a du coup pas beaucoup qui sont pris dans des très bonnes conditions. Donc, globalement, c'est que ce qui a été mis en place pendant la saison régulière a plutôt bien fonctionné. Après, là, on arrive face à un De joueur toute qui est à façon, tu 100% de vois, performance. il prend moins de deux tirs en mid-range sur la saison, il prend moins de 1 3 points par match. C'est pas sur cette série-là qu'il va se transformer en Ray Allen ou en Stephen Curry, clairement. Il faut qu'il C'est fasse pour ce ça. qu'il sache faire. C'est Moi c'est un peu l'axe que j'ai essayé de donner à l'article, c'est que être en playoff, c'est s'adapter, certes c'est un gros aspect, mais c'est aussi faire ce que tu sais bien faire. Même si du coup tu dois avoir du déchet, avoir une moins bonne finition, tu peux pas lui demander du jour au lendemain de faire du DeRozan. Il saura pas le faire et il faut pas qu'il le fasse surtout. Il faut accepter qu'il soit moins efficace, mais de l'autre côté, s'il est trop focus, ça veut dire, comme tu l'as dit juste avant, que tu auras des mecs ouverts, que tu auras des situations de cut, et que tout simplement, bah, s'il met que 22, 23 points, bah, c'est pas un souci en fait. C'est pas grave fondamentalement. Ouais. Et c'est Kawalito qui nous disait du coup dans le chat que effectivement donc 33% au shoot en 4 matchs contre les Wolves de la part de Ja Morant est beaucoup gêné par cette tactique du edge dont on parlait. C'est vrai qu'il l'empêche de prendre de la vitesse et de driver. C'est vrai que si le edge est bien fait et que l'intérieur attaque très rapidement le ball handler, en l'occurrence Ja, ça peut lui couper en fait toutes les lignes de drive. Et après c'est vrai que en plus Ja est un meneur pas le plus petit de la ligue, mais faire les passes au-dessus des big men, etc., dans cette situation, c'est peut-être pas forcément son point fort. Il est quand même meilleur sur son playmaking dans l'attaque du panier, justement, et sur drive and kick ou ce genre de choses. C'est peut-être moins un passeur crafty, entre guillemets. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant pour les Wolves, cette tactique du edge. Après, moi, le problème du edge, je le vois bien avec Jokic, c'est toujours le coût en énergie. Et encore une fois, et ça tu le disais parfaitement Julien, et ça va être l'enjeu du coup défensivement, je pense, pour ces Wolves, ça va être toutes les rotations derrière qu'il faut qu'elles soient très en place, très disciplinées. Et il faut que tout le monde ait l'énergie pour également. Mais Du... Clément, je sais pas si tu te Vas-y. rappelles, en début de saison, on en parlait ensemble Ouais. du Edge, puisque justement, je découvrais moi plus ou moins ce système-là grâce à toi qui l'a vu expérimenter chez les Nuggets. Et du coup, Ouais. ce système-là arrive chez nous par Chris Finch de son époque Denver. Et en effet, on avait déjà exactement les mêmes mots, les mêmes commentaires sur ce système-là. Et on se disait que justement, potentiellement, est-ce que les Wolves auraient la discipline, de par leur jeunesse, de par leur inexpérience, d'aller justement structurer les aides et structurer les rotations autour de ce système défensif? Il se trouve qu'en effet, la saison nous a agréablement surpris sur ce point-là, puisqu'on a été capable justement de bien gérer ces rotations. Alors ça nécessite aussi une grosse, grosse débauche d'énergie. Donc nécessairement, c'était plus performant sur la première moitié de saison que sur la deuxième. C'est pour ça aussi que c'est un petit peu moins rassurant à l'approche de cette série de playoffs, parce que forcément l'énergie est moins là. Il y a des joueurs clairement comme Vanderbilt, hein, on en revient beaucoup à lui. Vanderbilt, à un moment donné de la saison, potentiellement tu le mettais dans une des deux defensive teams, c'était pas volé du tout. Hein, on parle d'un Ouais, gars ouais, qui ouais, était capable complètement. d'aider dans tous les sens comme un malade, de prendre des rebonds défensifs comme un dingue. Voilà, ça clairement, ça risque de nous manquer un petit peu sur cette série de playoffs, il faut le dire. Par contre, juste, je reviens aussi sur ce que disait Cam, je sais pas ce que tu en penses toi Clément, ce qu'on peut en penser Cam, sur Ja Morant s'il met que 22-23 points, c'est pas grave pour les Grizzlies, je suis d'accord. Par contre, à condition qu'en mettant 22-23 points, c'est pas parce qu'il est à 5 sur 15 au shoot, enfin à 10 sur 30 au shoot ou à 10 sur 25, mais c'est parce qu'il a impliqué les autres. Or, on a beaucoup vu, et ça fera plaisir à Jérémy, on a beaucoup vu les Grizzlies gagner sans Ja Morant. Pour autant, est-ce qu'il est possible oui, mais est-ce qu'il est souvent possible de voir un Ja Morant à 22-23 points, mais
parce qu'il a décidé de donner la gonfle à ses autres coéquipiers et que ses autres coéquipiers sont en rythme et sont suffisamment impliqués pour être aussi performants que lorsqu'il n'est pas là du tout. Après, tu vois, par rapport à ce point-là, bah, le grand gagnant en fait des absences de Ja ou des matchs où il était un peu plus en dedans, c'est Desmond Bane, parce que c'est certes un très très bon shooter, mais c'est surtout un très très bon playmaker qui s'est vraiment affirmé cette saison. Et on en vient au même point en fait, c'est que tu peux faire du hedge, tu peux agresser continuellement un joueur, mais t'as deux autres ball handlers en fait à couvrir. C'est ça la force de ce sac majeur, c'est que t'as trois porteurs de balles. Bon attention, hein, je dis pas que Dylan Brooks est élite loin de là, etc., mais qui peuvent apporter des solutions. Et je pense que c'est là où, pour moi, le gros axe de la série, c'est que si t'as pas un Jack qui met 30 points, il faut que de l'autre côté, t'aies un Dylan Brooks et un Desmond Bane qui puissent compenser leur rapport. Que ce soit par du shoot, comme tu l'as dit, ou par du drive et de la compensation, du jeu en cut, etc. On salue Takezo qui est arrivé dans le 5 majeur. Bienvenue à toi, très content de t'avoir avec nous. N'hésite pas à nous partager ton point de vue, tes avis dans le chat, bien évidemment, on les fera remonter. Je rejoins assez Cam. Moi, je trouve que c'est par exemple Desmond Bane, un mec comme Desmond Bane, un des points très intéressants de la saison de Desmond Bane, c'est son amélioration, sa progression en termes de ball handling et de guard play. Donc je trouve que ça peut être voilà, des moyens dérivatifs. Et on parlait de Dylan Brooks. Alors Dylan Brooks, il y a un côté un peu plus feu d'artifice champagne potentiellement des fois où c'est à double tranchant. Malgré tout, ouais, je pense qu'il y a effectivement cette possibilité-là chez les Grizzlies. Maintenant, je trouve que ça reste... Enfin, après, tu forces malgré tout, tu parlais justement, Cam a raison de réussir aussi à imposer ton style de jeu en playoff, et je pense que c'est une des choses les plus importantes et qui est peut-être le plus difficile pour des jeunes équipes à faire, qui peut-être se retrouvent que en réaction et du coup déjouent. Je pense que quand tu réussis déjà à imposer ton style de jeu, tu as déjà fait une bonne partie du chemin potentiellement pour bien te positionner dans un match-up de playoff. Je pense que déjà si le edge en fait empêche Ja de driver comme il l'entend ou autre, ou même le met en délicatesse en termes d'adresse, d'efficacité, il faut le prendre. Enfin, je veux dire, c'est la solution la meilleure qui puisse être possible. Donc, il faut la maintenir. Moi, ma question par rapport au Edge, je sais pas forcément si ça va pouvoir limiter déjà. Je pense que ça peut être le cas. Même si je pense que Kawelito parlait beaucoup des 4 matchs de la saison. Je pense que j'ai tendance à penser, et surtout que Ja en plus a été plus ou moins reposé sur la fin de saison. Alors il était blessé, mais il n'était pas blessé gravement, donc il a pu s'entraîner, il a pu garder son rythme. Je pense il va arriver les jambes assez légères, et je pense qu'il va pouvoir élever son niveau de jeu en playoff. On l'avait vu contre le Jazz, c'était assez impressionnant, il avait vraiment quand même step up. Donc je pense que Ja quand même peut faire mieux, même face au Edge. Maintenant, moi, ma crainte par rapport au Edge et aux Wolves, c'est plutôt est-ce qu'il y a les jambes derrière pour le faire, surtout que vous sortez d'une saison qui a été assez épuisante, d'un play-in. Bon, voilà, je pense que c'est un petit désavantage pour les Wolves dans cette série. Messieurs, j'aimerais accélérer un petit peu, histoire qu'on termine et que je puisse réussir à finir le montage juste après cette émission pour pouvoir le lancer avant le début de série qui arrive ce soir 21h30. Pour tous ceux qui n'auraient pas le programme, c'est 19h. C'est quoi le premier match ? Je ne me souviens plus. Et j'oublie toujours. C'est Utah. C'est les Utah contre les Mavs. Les Mavs contre Utah. Je ne me souviens plus de l'ordre. Et ensuite, 21h30, Grizzlies Wolves, bien évidemment. Pour clôturer peut-être cette preview, on parlait beaucoup, alors ce sera peut-être dans un registre plus léger, oui et non, parce qu'il peut y avoir des implications très concrètes. Deux équipes avec, alors j'allais dire deux équipes de grande gueule, mais c'est plutôt deux équipes avec quelques grandes gueules à l'intérieur. On pense à Dylan Brooks, on pense à Patrick Beverley, un petit peu de Ja Morant aussi, mine de rien, et puis le groupe Grise un peu plus quand même, ça fait un peu plus de sens. Il y a quand même beaucoup plus juste Patrick Beverley chez les Wolves qui est grande gueule. Et on l'a vu, alors ça peut être léger dit comme ça, etc. Ça peut avoir des implications. On l'a dit en début d'émission, on pensait à Karl Anthony Towns, à sa frustration, au fait qu'il prenne des fautes, qu'il puisse sortir de ses matchs mentalement. Messieurs, comment est-ce que vous envisagez ça potentiellement ? Est-ce que on va avoir une distribution de fautes techniques à un moment, une micro-baston ? Est-ce que vous imaginez ce genre de choses ? Est-ce que ça peut péter ce match-up ? C'est pas à exclure, ouais, c'est pas à exclure vu l'enjeu, etc. C'est pas à exclure.
Après, c'est pas des mauvais gars, tu vois. Beverley est détesté par toute la ligue, mais c'est le jeu, c'est normal. Il est détesté par toute la ligue, adoré par les fans de son équipe. C'est logique, le comportement est parfois borderline ou parfois, voilà. Mais ça va gueuler dans tous les sens. Tu as Brooks d'un côté, Beverley de l'autre, t'as Anthony Edwards d'un côté, t'as Jamorant de l'autre. Donc tu as des trash talking un peu différents, des niveaux de confiance qui sont absolument, qui crèvent le plafond des deux côtés. Donc ça va parler. Maintenant, il faudra à la fois être capable de parler, être capable de, parce que voilà, Beverley, ce qu'il amène très clairement, et c'est ce que disait, j'ai bien aimé la déclat de Paul George après le match, après le play-in contre les Clippers, qui résumait très bien ce qu'apportait Pat Beverley au-delà de l'aspect sportif pur, mais en termes de vestiaire, qui disait voilà, c'est quelqu'un qui est là pour faire le show, pour faire le spectacle, mais qui du coup influe ça aussi au reste de l'équipe, cette envie d'être dans le panache permanent, d'être toujours à fond en fait. Et ça va être important. Et en même temps, comme tu le dis, ça peut être pour des équipes qui sont quand même jeunes et inexpérimentées, d'autant plus chez les Wolves, qui peuvent être aussi, qui peuvent jouer contre eux. Si tu te mets à déjouer parce que tu te laisses emporter, si tu te mets à t'agacer parce que tu te laisses aussi emporter, voilà, il y a des cas où cette surpression ou cette envie d'être toujours au taquet peut faire déjouer. Il faudra aller contre ça. C'est aussi le rôle là, des coachs, clairement, d'empêcher ça, de structurer ça. C'est aussi le rôle des leaders. J'attends par exemple beaucoup et je pense qu'il jouera ce rôle-là de D'Angelo Russell à ce niveau-là. On l'a vu après le play-in, capable de calmer tout de suite un petit peu le jeu et de dire voilà, il y a Anthony Edwards et Pat Beverley qui font carnage en conférence de presse, qui sont au taquet. C'est très bien, c'est drôle, ça fait kiffer. Voilà, on profite du moment. Mais Russell, lui, il est sorti, il a fait son interview, il sort à peine du parquet, enfin il est encore sur le parquet, il donne son interview, il est déjà concentré, il est déjà focus sur la suite. Donc c'est bien aussi d'avoir ces profils différents dans un roster qui vont te permettre à la fois d'avoir un côté foufou, d'avoir un côté blabla, mais aussi d'avoir des gars qui ont la tête un peu plus sur les épaules, qui sont capables de calmer un peu le jeu, de calmer le rythme quand il le faudra, et il le faudra certainement par moment. C'est Après, cool. voilà, ça fait partie de ça aussi. Il y a plein de gens aussi qui attendent cette série, pas que sur le côté tactique et pas que sur le côté ça va jouer vite, ça va être spectaculaire, il y a des gros dunkers, tout ce qu'on veut. Les gens ont aussi envie de voir voilà, la naissance de cette rivalité qui a été approuvée par Ja Morant d'un côté, par Karl Anthony Towns par exemple de l'autre. Donc les gens attendent de voir ça un petit peu aussi, attendent de voir une série qui peut être fun et qui peut être explosive sur le terrain. Après, voilà, encore une fois, il faut que ça reste une bonne explosivité et que ça fasse pas se déjouer. Voilà, ça va être le Intéressant de principal pouvoir problème. mettre Dilo dans cette catégorie de joueurs plutôt tempérés. C'était pas gagné au début de sa carrière, c'était pas Clairement. forcément l'évolution qu'on l'envisageait. C'est quand même une bonne surprise cette saison de voir l'évolution de Dilo. Il y a beaucoup de gens qui étaient en mode bah non, Dilo fait pas une bonne saison. J'ai vu des commentaires là-dessus récents. Et qui, bah, effectivement, quand tu regardes juste sa ligne de stats, c'est peut-être pas, ça ne saute pas aux yeux. Pourtant, en fait, dans toutes les petites choses qui ne sont pas sur la ligne de stats, le leadership, notamment aussi, le leadership, la tactique défensive aussi, il a été un Ouais, général en chef clairement. défensivement du côté du terrain. Ça a été très intéressant. Guillaume du Basket Lab qui nous dit les stats ça ne veut rien dire. Je pense que c'est la meilleure personne pour pouvoir affirmer une telle chose. Euh, Mais sur Dilo, Clément, vraiment, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai pas été le dernier pour le critiquer, notamment l'année dernière, par exemple, en étant parfois convaincu que c'était pas le chaînon manquant et que le moment où pour step up, ce serait peut-être ben, là qu'il faudrait regarder. Mais alors franchement, cette saison, au-delà même du parquet, au-delà même de son adaptation défensive, de toutes ces améliorations-là, dans l'attitude, moi je suis tombé amoureux, quoi. Moi je suis tombé amoureux de ce mec-là dans l'attitude. Je trouve qu'il est devenu hyper leader. Il est très très focus. Donc voilà, au niveau du sportif, il y a des choses à dire. Je vois Kawilito qui parle d'irrégularité. Clairement, il y a des matchs où on passe au travers et tout. Donc là, on parle vraiment de parquet. Mais en tant que leader, je m'attendais vraiment pas à ça et je suis tombé amoureux du mec qu'il est devenu dans ce vestiaire-là. Peut-être pour accélérer un petit peu, on va passer directement à la conclusion. Parce que moi, messieurs, j'ai du montage derrière et il faut que j'arrive à envoyer tout ça. Cam, je ne sais pas si tu réussiras à choper une ligne de connexion bien. Mais en termes de conclusion, comment tu verrais cette série? Peut-être un petit pronostic, messieurs. Je vous invite également dans le chat à balancer vos pronos. Et est-ce que Cam, tu nous entends? Est-ce que Cam, tu peux répondre? Sinon, je donne la parole en premier à Julien avant de te laisser finir.
Je te vois parler sur Discord, mais du coup, je t'entends pas. Du coup, on va passer sur Julien. Et je pense que juste après, tu pourras réintervenir. Ah, c'est compliqué, c'est dur de me faire pronostiquer une série où il y a ma team, quoi, clairement. Non, j'avoue, c'est vrai que c'est un peu dur. C'est horrible. Non, C'est mais vrai. sincèrement, je pense que Memphis est favori. Voilà, disons-le, je pense que Memphis est favori. Mais j'ai envie de croire que les Wolves mettront tous les ingrédients possibles et que si ces ingrédients-là sont réunis, on a de quoi les embêter. Et du coup, je vais dire 4-3 Wolves avec un Game Ouh. 7, malheureusement dans le Tennessee, mais c'est pas fou. On mettra par terre le FedEx Center. FedEx Allez, Forum, pardon. Voilà. j'aime beaucoup cette take. Kyo nous dit Memphis en 6 de Karl Anthony Towns Games. J'ai un peu le même take, j'avais un peu la même approche. Je me demande si je vais pas passer en Memphis en 5 4-1. Je suis un peu entre les deux, mais je pense quand même que ces Wolves vont au moins en prendre un. Je les vois bien en prendre au moins un. Les Wolves en 6, nous dit Kawelito, supporter devant l'éternel et qui du coup affirme que son équipe a ses chances de gagner. Guillaume qui nous dit Memphis 3-7-1. Je ne sais pas du coup si c'est de bon augure pour vous, puisque Guillaume a une réputation de pronostiqueur assez exceptionnelle. Par contre, ouais, carrément. En termes de kiff aussi sur cette série, entre le FedEx d'un côté et le Target de Ouais. l'autre, on va avoir des publics qui vont être mais complètement en feu. Ça va être sympa aussi. Non, j'espère qu'il y aura ce sera serré, étendu jusqu'au bout. Mais moi, je pronostique 4-1, 4-2. Mais si ça peut aller Ah, ça jusqu'au s'entend. 7e match, je prends tous les jours parce que j'aime bien les deux équipes. Donc ce sera avec plaisir. Merci Ça beaucoup à tous s'entend. ceux qui auront été dans le chat. Kawelito, évidemment. Kyo qui est là, ça faisait plaisir de te revoir, Kyo, passer une tête. Guillaume du Basket Lab, comme d'habitude, merci encore. Et puis tous ceux que j'oublierai, tous ceux qui sont passés, Grise FR bien sûr qui est arrivé, Damien Bern, j'essaye de remonter, de voir un petit peu tout le monde, voilà, tous ceux que j'aurais laissé de côté, Madja Love qui est arrivé en début de live. Merci à vous tous, ça fait très plaisir de vous avoir, c'est toujours aussi pour ça qu'on le fait, avoir les interactions du chat, c'est quand même vraiment une valeur ajoutée pour nous, on est très content de pouvoir débattre de tout ça avec vous. Je me mets sur le montage, vous l'aurez compris, tout de suite après la diffusion de ce live, qui sera disponible en rediff sur Twitch, mais que je vais essayer de mettre sur YouTube avant le début des matchs ce soir. Encore une fois, 19h, c'est Utah face aux Mavs, avec malheureusement un Luka Doncic absent. Et 21h30, on retrouvera ces Grizzlies et ces Wolves pour le premier match de leur série de playoffs. Bon après-midi, super live, merci Kyo. Essayez de les bosser un peu les montages pour une fois. On essaiera, je sais que bon, on se laisse aller sur les montages, vous avez pu le voir. Mais on proposera encore mieux pour la peine. Merci Guillaume, merci GrisFR, merci tout le monde. Merci Julien pour ta présence. Toujours un plaisir, je suis très Merci content à toi, Clem. d'avoir pu Merci faire ce live avec à ceux toi. du chat aussi de participer avec nous, c'est toujours cool. Nous, on s'arrête là-dessus. On vous souhaite à tous des très bons débuts de playoff. Et on vous dit à plus tout le monde. Ciao! Ciao, ciao.